Cette vidéo, on va mettre à jour la thèse d'investissement sur le groupe Vicat. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses, vous pouvez les faire en rejoignant le canal Telegram via le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines mises à jour. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je vous donnerai mon objectif de cours sur Vicat. Alors, Vicat, c'est un cimentier. Donc son principal cœur d'activité, c'est le ciment, mais également le béton et les agrégats. Il y a d'autres services annexes à ces activités qui représentent 10% de l'activité globalement. La particularité de cette industrie, c'est qu'elle est fortement émettrice de CO2, et en Europe notamment, elle doit acheter les droits à polluer. En tout cas, elle doit avoir les droits d'émettre du CO2, et si elle se trouve en déficit, elle doit en acheter sur le marché pour pouvoir continuer à opérer. Il se trouve que les cimentiers ont eu gratuitement des droits à émettre du CO2 au début de la décennie, et ils doivent s'engager à faire baisser leurs émissions par la suite, ou sinon ils vont devoir racheter des droits pour pouvoir continuer à opérer. L'activité est très consommatrice d'électricité, et ça a pénalisé l'ensemble de l'industrie en 2022, puisque les prix de l'énergie ont fortement monté, surtout en Europe. Dans ce qu'on voit de l'activité de Vicat, c'est que le ciment est l'activité la plus importante, et c'est aussi également l'activité la mieux margée, donc ça c'est intéressant comme pondération. En ce qui concerne le chiffre d'affaires, la croissance de Vicat, en 2022, il y a eu une augmentation du chiffre d'affaires, mais les marges ont été prises sous pression, puisque il y a eu une forte hausse des coûts de l'énergie, comme on l'a dit, et les flux de trésorerie étaient négatifs, puisque il y a une hausse du besoin en fonds de roulement à cause de l'inflation du coût des intrants. Mais dès 2022, le groupe était quand même confiant sur ses perspectives, puisque il y avait une forte hausse des dépenses en capital, et le groupe s'était engagé fin 2022 à commencer à réduire ses dépenses en capital. Donc en 2023, il y a eu une hausse du chiffre d'affaires encore, mais surtout tirée par l'augmentation des prix. Ce qu'il faut savoir sur ce type d'activité, c'est que les cimentiers ont des monopoles naturels, c'est-à-dire qu'ils ont des monopoles géographiques dans les zones où ils opèrent, puisque le matériau, le béton et le ciment, est très lourd à transporter. Donc au-delà d'une zone d'opération de 200 à 300 km, c'est pas économiquement viable d'exporter du béton, exporter géographiquement, on va dire, pas dans la zone locale. Donc ça protège la zone d'activité d'une cimenterie, et donc la cimenterie va avoir du pouvoir de fixation des prix pour pouvoir défendre ses marges. C'est ce que Vicat a pu faire sur 2023 notamment, et avec un petit décalage, puisqu'en 2022 elle a subi de plein fouet la hausse des coûts de l'énergie, mais en 2023 le groupe a pu augmenter ses marges malgré des volumes en baisse. Ici on va voir le détail de l'activité de Vicat. Le cœur historique de l'entreprise, c'est la France, qui représente quand même 31% du chiffre d'affaires. Maintenant le groupe a bien conscience que c'est un secteur mature et qu'il faut se diversifier géographiquement pour pouvoir capter de la croissance ailleurs. Le groupe est également présent en Europe, notamment c'est Suisse et Italie. Ça représente donc France et Europe 40% d'activité, ce sont des zones matures, puisqu'on voit par exemple ici que sur 2023 le chiffre d'affaires a augmenté assez faiblement. Il y a des zones en forte expansion, comme les Amériques, notamment les États-Unis, avec les plans de relance d'infrastructures. Le groupe en a profité pleinement en 2023. Il y a aussi l'Asie qui est en croissance, mais un peu plus molle, de 5%. On va en reparler plus tard. L'Asie, c'est notamment l'Inde et le Kazakhstan. Ce sont des zones où il y a la croissance, mais il y a également une forte compétition. Donc il y a une guerre des prix sur le ciment et le béton. La zone Méditerranée, c'est la Turquie et l'Égypte. Donc ce sont des zones en hyperinflation. Donc ça, c'est compliqué à gérer pour un management. Malgré tout, il s'en sort en réussissant à faire passer des hausses de prix sans trop subir la dépréciation de la monnaie, avec des fortes hausses de chiffre d'affaires, donc c'est intéressant. Et l'Afrique, c'est Sénégal et Mauritanie, et là aussi, il y en a une bonne croissance. Donc le groupe est bien diversifié géographiquement, il arrive à tirer un peu de croissance dans des zones en expansion, et à diversifier son activité pour pas trop subir les ralentissements en Europe et en France. L'analyse du portefeuille d'activité et la stratégie de Vicat, donc on en a un peu parlé.
la stratégie. Finalement, en fait, ce type d'activité, c'est pas comme une activité, on va dire, industrielle, où il faut descendre la courbe d'expérience pour pouvoir gagner des parts de marché, et ensuite pouvoir fixer les prix en fonction de ses dépenses et de sa rentabilité. Ici, on est sur une activité plutôt comparable à des services, où ce qui compte c'est le maillage territorial, puisque les produits sont indifférenciés, et voilà, c'est sur le prix qu'on va jouer et sur la qualité. Donc si on découpe l'activité en fonction de la matrice BCG, on voit que l'activité France et Europe, qui représente quand même 40% du chiffre d'affaires, est une vache à lait, puisque c'est une zone sans forte croissance, avec une bonne génération de free cash flow. Il y a 3 zones où on a de la forte croissance: Méditerranée, Afrique et les Amériques. Donc ça, ce sont des étoiles qu'il va falloir alimenter avec du cash tiré de la vache à lait. Donc ça marche très bien. En revanche, pour moi, l'Asie est une zone dilemme, surtout l'Inde, où il y a une forte guerre des prix. Le groupe n'a finalement pas une énorme part de marché, il y a une forte concurrence. Donc là, il faut savoir le groupe va peut-être devoir réfléchir à ce qu'il fait de cette activité. Est-ce qu'il continue à l'alimenter en cash et essayer de gagner plus de parts de marché, ou est-ce que finalement il y a une alliance à faire, ou un retrait pur et simple de la zone. En tout cas, ce serait dommage de se retirer de l'Inde, qui est une zone en forte croissance, et qui va pouvoir être un formidable relais de croissance par la suite, puisqu'il y a des forts besoins en infrastructure. L'activité en tout cas est très génératrice de free cash flow au global, et ça permet d'alimenter l'actionnaire en lui faisant en lui rendant de l'argent via des dividendes. Maintenant, si on s'intéresse au taux de marge de l'activité, on a vu qu'il y a eu, on voit qu'il y a un creux en fait sur la marge brute et la marge d'EBITDA, et ça, comme on l'a dit, c'est la hausse du coût des intrants, et également et notamment la hausse du coût de l'énergie. Mais on voit que le groupe arrive quand même à remonter ses taux de marge d'EBITDA et son taux de marge brute, et ça c'est grâce au pouvoir de fixation des prix dont disposent les cimentiers, de par leur monopole géographique. Donc le management est quand même assez compétent, on peut le voir sur ces taux de marge qui sont en train de rebondir et revenir au niveau médian. Donc le groupe n'a finalement pas trop subi la zone d'hyperinflation, d'inflation entre 2022 et 2023. Le taux de marge net, lui, est quasiment plus haut, donc en absolu il est quand même assez faible, à 6,5%, contre une médiane de 5,5%, donc c'est normal pour ce type d'activité qui est fortement consommatrice de dépenses en capital pour pouvoir continuer à conquérir des parts de marché. Donc là-dessus on est relativement éloigné du seuil de rentabilité, et le management est quand même assez compétent pour maintenir ses marges et donc assurer une profitabilité à l'entreprise. Maintenant, si on regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow, on voit que jusqu'à 2022 c'était très bon, le free cash flow était supérieur aux bénéfices nets, et ça s'est inversé. Donc on voit qu'il y a une forte hausse du besoin en fonds de roulement sur la période, justement à cause de la hausse des coûts des intrants, et le groupe a ensuite réussi à récupérer cette hausse et à faire baisser son besoin en fonds de roulement, et donc les free cash flow devraient rejoindre les bénéfices nets, la différence n'est pas si énorme que ça. Donc là-dessus on voit que le management également est compétent dans sa gestion. Si on s'intéresse maintenant à la rentabilité de l'entreprise, on voit qu'en médiane on est sur du 5%, mais actuellement on est quasiment plus haut à 7,3%, donc l'entreprise pourrait autofinancer une croissance à hauteur de 7%, ce qui est très bon, mais le groupe retourne aussi du cash aux actionnaires, donc là-dessus on est sur une bonne rentabilité en vue de l'activité. Et puis selon Guru Focus, le coût moyen pondéré du capital est à 6%, à mon avis ça me semble un peu élevé, un peu surestimé. Il n'y a qu'une différence de 1% entre la rentabilité et le coût moyen pondéré du capital, c'est-à-dire que l'ICA crée finalement peu de valeur pour les actionnaires, mais cette métrique est à prendre avec des pincettes à mon avis. Si on résume ce qu'on a dit plus haut, on voit que Vicat n'opère pas dans un secteur qualitatif, c'est-à-dire que les produits, c'est pas du premium, les produits sont indifférenciés, c'est plutôt générique. Ce qui va permettre de se démarquer de la concurrence, c'est la gestion des coûts, et donc le prix de vente, et potentiellement un peu la qualité. Vicat a investi dans la R&D pour développer ces ciments, pour qu'ils soient moins émetteurs de CO2 notamment. Ce qu'on voit sur les taux de marge, c'est que finalement le management est quand même un bon savoir-faire pour maintenir des taux de marge assez constants,
Et la marge nette aussi, voilà, ça illustre que c'est un secteur en forte intensité capitalistique, mais via sa bonne gestion, le management arrive à maintenir un taux de marge nette finalement assez élevé, en tout cas assez stable. Avec une bonne rentabilité opérationnelle, le groupe arrive à gérer des free cash flow assez régulièrement, et ça c'est plutôt bon pour l'actionnaire. Maintenant on va regarder ce qui se passe au niveau du bilan, sans trop s'attarder. On voit que il y a un peu d'écart d'acquisition, puisque le groupe rachète des cimenteries de temps à autre. Voilà, ces écarts d'acquisition sont amortis au fil des années, et ce qui est aussi intéressant, c'est que on a pour 2,6 milliards d'équipements et de propriétés, équipements et usines. Donc voilà, il y a quand même de l'actif tangible au bilan qui viennent assurer un coussin de sécurité sur l'entreprise. Donc ça c'est plutôt bon. Si on s'intéresse au niveau d'endettement, on voit que la dette nette est à hauteur de un peu plus de 2 fois l'EBITDA. Maintenant le management s'est engagé à réduire le levier financier à 1,7 à la fin 2024 et 1,3 à la fin 2025, et ceci grâce à, d'une part, la hausse de l'EBITDA qui est prévue pour 2024 et la baisse des dépenses en capital. En ce qui concerne les free cash flow, on est à plus de 7 fois les free cash flow. Là ça reste au niveau, on va dire, moyen plus, mais ça devrait s'améliorer par la suite grâce à la baisse de la dette nette. Si on s'intéresse maintenant au ratio de liquidité restreint, on voit qu'on est autour de 1. Donc 1 c'est le niveau à partir duquel on est plutôt serein sur la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations vis-à-vis de ses créanciers. On a vu on voit qu'il y a une période où on était plus bas, donc là on est en train de remonter, c'est plutôt bon signe. L'entreprise n'a pas de risque de liquidité à court terme. Ce qui concerne les perspectives de croissance, le chiffre d'affaires est très cyclique, l'activité est très cyclique pour la boîte, mais sur 2024, le management est confiant pour obtenir une croissance de l'EBITDA entre 3 et 8% pour 2024, ce qui devrait permettre d'obtenir un EBITDA record, donc plus haut niveau d'EBITDA pour l'entreprise. Ça c'est très bon, et ça ce niveau d'EBITDA est assuré par la bonne capacité de l'entreprise à fixer les prix et à capter la croissance dans les zones à forte croissance. Ceci en fournissant un retour à l'actionnaire, un rendement du dividende de 5 à 6%, et le dividende est plutôt bien couvert par les free cash flow, puisqu'il est légèrement plus élevé que la moitié des free cash flow. Donc le niveau est tout à fait soutenable. Si on s'intéresse à la valorisation de l'entreprise, on voit que le multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA est à la casse. On est à 4,6 contre une médiane 5 ans de 5,4, donc on a 20 à 25% de décote. Alors si on s'arrête un peu pour réfléchir à pourquoi le secteur est décoté, on peut comparer à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons ou aux États-Unis par exemple. Si on regarde CRH par exemple, qui est une entreprise irlandaise, mais cotée aux États-Unis, le multiple est le double de celui de Vicat. Pourtant c'est à peu près le même secteur d'activité, et ceci est dû à la tendance des investissements ESG en Europe, qui empêche les institutionnels à investir dans les entreprises fortement émettrices de CO2. Donc c'est ce qui explique la décote. Le groupe s'est engagé à baisser ses émissions par la suite. Est-ce que le marché ne va pas trop loin dans la dévalorisation de ce type d'activité? En tout cas ça offre des multiples vraiment au ras des pâquerettes en absolu. On est très très bas. Donc là-dessus il y a une marge de sécurité par rapport à la valorisation en termes de flux, puisqu'on est on est sur du 4,6 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est quand même très bas. Et si on s'intéresse à une autre façon de valoriser l'entreprise, on peut regarder ce qui se passe au niveau du bilan, et on peut évaluer l'entreprise par rapport à ses actifs tangibles. Donc on l'a vu plus haut, les actifs tangibles ce sont des propriétés, des usines, de l'équipement, etc. Il y en a pour 2,6 milliards. Et on voit que sur 2022, il était possible d'acheter l'entreprise pour moins que la valeur de ses actifs tangibles. Évidemment, quand on achète l'entreprise, il faut aussi racheter la dette. Mais ça apporte quand même un coussin de sécurité, puisque il y avait une décote de 20% sur 2022, sur la valorisation de l'entreprise par rapport à ses actifs tangibles. Donc ça, c'est quand même très très bon, de pas être si éloigné que ça de la valeur des actifs tangibles. Maintenant, il n'y a plus de décote à ce niveau-là, mais si le cours revenait à baisser de 20-25%, on se retrouverait encore décoté par rapport aux actifs tangibles. Et donc ça offre une vraie marge de sécurité. En ce qui concerne le retour aux actionnaires, on a vu que le dividende
on voit que le dividende est 104 millions sur une market cap de un peu plus de 2 milliards. En fait, le rendement du dividende est entre 5 et 6%, ce qui est quand même intéressant pour quelqu'un qui est en phase de rente. Et on voit que le dividende est en plus en augmentation constante, au moins depuis 2020. Et ça c'est très bon, il est sain ce dividende puisqu'il représente un tout petit peu plus que la moitié des free cash flow, mais il y a de la marge pour l'augmenter encore. Donc très intéressant pour quelqu'un qui veut toucher une rente via cette activité qui a finalement pas de visibilité. On voit que en termes de dilution, il y a une légère augmentation du nombre d'actions, mais rien de significatif. On a vu la valorisation plus haut, ça mériterait des rachats d'actions à ce niveau de valorisation. Le groupe ne le fait pas, alors que les autres, surtout les anglo-saxons, font des rachats d'actions assez massivement, puisque la valorisation est attractive. Donc là, assez régulièrement, on a des analystes dans les conference calls qui demandent pourquoi est-ce que le groupe ne rachète pas ses actions, et il devrait le faire. Maintenant, le titre est déjà pas très liquide, peut-être que c'est la raison pour laquelle le management ne veut pas racheter les actions, ça rendrait le titre complètement liquide, peut-être. Conclusion de l'analyse, donc Vicat, on a rebondi depuis un point bas où on a vu qu'on était décoté par rapport aux actifs tangibles. On était dans un bas de cycle en 2022 à cause de la forte hausse des prix de l'énergie. Actuellement, il y a des zones qui sont aussi en ralentissement, surtout l'Europe, mais il y a des zones en forte croissance, comme l'Inde et les États-Unis, et voire la zone Méditerranée, donc le groupe est armé pour en profiter. Le retour de la réduction de l'endettement va aussi réduire le risque du dossier, augmenter aussi la part des free cash flow qui peut revenir aux actionnaires. La part qui revient actuellement est déjà intéressante pour un actionnaire qui veut avoir du dividende, et le multiple de valorisation offre une décote très intéressante, au moins 20-25% si on est conservateur, mais plus si on est plus ambitieux. Donc à mon avis, c'est toujours un point d'entrée sur le groupe Vicat. Je vous ai dit que je donnais mon prix cible sur cette entreprise, donc moi je vais prendre le prix de 20-25% de décote, ce qui nous amènerait au prix, alors au prix actuel on est à 36 €, donc ça nous amènerait à un prix de 42 €, seuil à partir duquel je commencerai à alléger ma position. Pour faire cette analyse, je me suis basé sur les rapports annuels et trimestriels de Vicat, et j'écoute également les je regarde les publications des concurrents comme Heidelberg Materials, qui est un gros acteur allemand, Cemex, l'acteur mexicain, Ultratech Cement, qui est un acteur indien, et Holcim, qui est coté en Suisse. Donc je vous invite à en faire de même si vous suivez un secteur d'activité, c'est très intéressant de voir comment agissent les concurrents. Notamment, Holcim va se coter aux États-Unis pour augmenter son multiple de valorisation, très intelligent, de même que Titan Cement, qui est un acteur grec, va coter une partie de son activité aux États-Unis. Peut-être que Vicat va le faire par la suite. Pour conclure, cette analyse n'est pas un conseil d'investissement, c'est une invitation à faire vos propres recherches si vous êtes intéressé par le titre. C'est tout pour cette analyse, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.